retard peut-être pour continuer, aller plus loin. Ce que l'on constate, bon, c'est pas forcément étonnant, mais entre Alexis Corbière et Sébastien Chenu, les oppositions évidemment fustigent la politique et le manque de cohérence du gouvernement. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis le début de cette crise, le gouvernement a paru un petit peu tâtonné. Je trouve qu'ils exagèrent sur certains sujets. Je pense qu'effectivement, la gravité de la crise était de toute façon de nature à rendre une action politique extrêmement difficile. Il y a des choses qui sont tout à fait pertinentes qui sont faites. Je pense par exemple sur le plan économique, on ne peut pas balayer d'un revers de la main les décisions qui ont été prises extrêmement rapidement par le gouvernement. Notamment les mesures économiques. Les mesures économiques, bien entendu, les aides... Qui ont été peut-être plus rapides que les mesures sanitaires d'ailleurs. Le développement du chômage partiel qui touche aujourd'hui 9 millions de personnes, les aides, les prêts garantis pour les entreprises. Aujourd'hui, on a appris par exemple que Fnac Darty avait pris un crédit de 500 millions d'euros pour continuer à préparer la suite ou à vivre tout simplement. Le million d'entreprises qui ont fait appel au fonds de solidarité, les petites entreprises, tout ça s'est fait dans un temps record et l'économie a pu être préservée aux 2/3 d'après ce que nous disait dans le journal du dimanche le gouverneur de la Banque de France. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement a pu limiter la casse aux 2/3. C'est énorme. Aux États-Unis, vous avez 22 millions de chômeurs. Quand bien même le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, la crise économique qui nous attend sera sans précédent depuis 1945. D'ailleurs, on va écouter cette déclaration du Premier ministre et on continue avec Stéphane Rosès, Yohann Usaï et le professeur Cohen qui continue à réagir. À tout de suite. D'ores et déjà, il est acquis que l'impact de cette crise sanitaire, ce sera la plus forte récession connue en France et dans le monde occidental depuis 1945. Nous projetons qu'au cours de l'année 2020, la croissance sera négative de l'ordre de moins 8%. Ça veut dire que la richesse nationale va se contracter, qu'elle va diminuer de l'ordre de près de 10%. C'est quelque chose de jamais vu qui va avoir un impact considérable. Une crise économique sans précédent. Oui, Stéphane Rosès. oui, une crise économique sans précédent, mais du point de vue de l'opinion, il y a une difficulté avec cette pandémie. Quelle est-elle? C'est que depuis des siècles, pour les Français, le politique, c'est lui qui déciderait de tout. Des questions économiques, de comment on réagit face à une pandémie sur laquelle on n'a pas prise. Dans les études internationales, par exemple en matière de chômage, il n'y a que la France qui pense que le chômage dépend des gouvernements. Et donc, il y a une contradiction frontale entre l'imaginaire français qui, depuis des siècles, puisque l'État a précédé la nation, se structure autour de l'idée de l'État, et une pandémie qui arrive et des erreurs quand même, puisqu'on était précédé par la Chine et l'Italie. Il y a eu sans doute 15 jours, 3 semaines de perdu, la décision des municipales, la découverte des Français que quand les infirmières ou les blouses blanches râlaient sur la situation de l'hôpital, il y avait eu un affaiblissement très important de notre système de santé. Donc évidemment, tout ça joue. Et en outre, il y a quelque chose que veut nous faire comprendre le Premier ministre, pour expliquer comme les choses sont compliquées, c'est que les seuls qui bénéficient d'une très grande confiance en France, ce sont les scientifiques, les médecins, vous, professeurs, et que on attend des scientifiques qui disent la vérité avec un grand V. Or, justement, le scientifique et le chercheur, s'il est sérieux, il fait comme le Premier ministre, il nous dit « Ah, les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît ». Et donc, l'opinion qui était... Puis on découvre aussi des scientifiques qui se contredisent, ça aussi. Par ailleurs, mais c'est normal. Et donc, du coup... C'est normal, mais le grand public s'y attendait pas forcément. Voilà, mais alors, du coup, l'opinion qui était dépressive, bien avant, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. L'opinion qui était défiante à l'égard de la majorité actuelle et du président de la République, tout d'un coup se dit, mais alors effectivement, on vit dans une grande incertitude. Bon, et en outre, on comprend que la période de confinement était une période bénie des dieux. Pourquoi? Parce que comme dans les tranchées en 14, nous sommes tous logés à la même enseigne. Par contre, quand on va voir le choc économique
et social. Là, ça va être autre chose, parce que le représentant de la France insoumise l'a dit un peu à sa façon, ceux qui étaient en première ligne, comme après la guerre de 14-18, hein, ça fait quand même derrière la montée du fascisme, hein, ceux qui étaient en première ligne, ils gagnent pas beaucoup, mais au moins ils étaient reconnus. Et alors la vie reprendrait avec les riches, les pauvres, ceux qui étaient en première ligne. Donc le choc va être un choc terrible. Et dans le Financial Times, le président interpelle l'Allemagne en disant « Si vous ne bougez pas en Europe, on va être enseveli par la montée des populismes et il faut des politiques de relance européenne. » Et c'est ça où les Français commencent à se dire « Oh là là, mais l'après-confinement, ça ne va pas être seulement un sujet sanitaire, mais une très grave crise économique et sociale. » Est-ce qu'au travers du déconfinement, réellement, on se dit que l'État mobilise tous les moyens entre ce qui est annoncé, moins 8% de croissance, et quand même des aides réactive, mais dont on peut se demander si c'est vraiment suffisant. Est-ce qu'il mobilise tous les moyens, justement? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Est-ce que vous avez l'impression, en tant que soignant, que l'État mobilise tous ses moyens, professeur Cohen? Oui, on doit dire que pour cette crise, sur le plan des moyens qui ont été mis dans la santé, c'est des moyens qu'on n'avait jamais vus avant. Hein. Moi, je voudrais revenir, on insiste beaucoup sur un certain flou des recommandations, mais est-ce que les gens se rendent bien compte du tel degré d'incertitude scientifique qui nous a plongé ce virus? On s'est trompé sur toute la ligne. Alors, parce qu'on ne sait pas, ce virus arrivé, on a pensé que c'était la grippe, c'est pas du tout la grippe. On pensait que c'était moyennement contagieux, c'est très contagieux, c'est très grave. On a des doutes aujourd'hui sur la durée d'immunité, voir si toute la population s'immunise. Donc, il faut se rendre compte que je pense que c'est pas facile de prendre des décisions, et on dit souvent l'art est facile, l'art est difficile, et la critique est facile. Donc moi, je suis moins sévère que vous. Vous êtes professeur, vous êtes quelqu'un de sérieux. Oui. Donc vous dites, on n'a pas de certitude, mais le politique en France, doit être d'abord mu par le principe de précaution. On en parlait avec Rémi Dessart. Dans la vie économique, les questions de biologie et tout, le premier réflexe des juges et des politiques, c'est principe de précaution. On ne sait pas, donc on protège au maximum, quitte ensuite à ce qu'on en ait fait trop, avec l'exemple Bachelot en tête. Est-ce que réellement, en un mot, les Français n'ont pas le sentiment que le principe de précaution a été pris dès le départ? Les Français sont confinés depuis plus d'un mois. Ah oui, professeur Cohen et Rémi Dessart qui attend pour répondre également. J'allais dire, donc je vous disais qu'on avait beaucoup d'incertitudes, mais on a à peu près deux certitudes que le Premier ministre a rappelé. Ça va être durable. Ça va être durable. Puisqu'on est très peu à être immunisé, on va avoir de vagues successives, et ça va changer de façon considérable. On ne sait même pas si on est immunisé, même ceux qui l'ont eu. Voilà, donc voilà. Ça va changer de façon considérable nos comportements, et ce, de façon durable. Alors c'est vrai qu'on lui pose des questions, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, est-ce qu'on va pouvoir se marier, etc. Mais aujourd'hui, supposez qu'on n'ait pas de nouvelles vagues, comme le supposent un certain nombre de gens, en tout cas pendant l'été. Si on avait cette certitude que c'était un virus qui avait le même cycle que la grippe, avec des épidémies en hiver, et puis on est plus tranquille en été. Mais non. On n'en sait rien. C'est peut-être oui, c'est peut-être non. Donc, vous lui demandez les vacances, je pense qu'honnêtement, à moins qu'il soit devin, il ne peut pas vous répondre à cette question. Rémi. Non, mais dans l'ordre. Il n'était pas question de critiquer le Premier ministre. Non, mais mais en revanche, ce qui est ressorti, me semble-t-il, de cette présentation, c'est que les 6 prochains mois, allez, disons les 3 plus 3 de l'été, vont être extrêmement difficiles pour les Français et donc effectivement pour l'économie. On va donc avoir une équation insoluble. Comment maintenir à flot une activité économique qui permette de donner un salaire à suffisamment de monde dans ce pays pour qu'on puisse... Récession à venir, moins 8% de croissance sur 2020. Et du jamais vu. On écoute attentivement. Du jamais vu en France. Du jamais vu, et ça pourrait être pire. Parce qu'on ne sait pas très bien, tous les experts s'accordent sur un point, on ne sait pas comment ça va redémarrer à partir du 11 mai, puisqu'on a cette date en tête. Qu'est-ce qui va pouvoir repartir? On comprend que ça va être assez compliqué. Toutes les entreprises en ce moment essayent de se préparer au redémarrage. Elles font toutes des efforts immenses pour
pour prévoir des plans, négocier avec leurs partenaires sociaux pour essayer d'organiser les choses. Mais la protection sociale de l'État va jouer un grand rôle. Le Premier ministre l'a rappelé, d'ailleurs, a rappelé sa fierté d'avoir un pays avec un tel modèle social, parce que ça permet quand même à certains Français de survivre avec cette allocation, notamment pour les ménages les plus modestes, qui a été annoncée tout à l'heure par le Premier ministre. Oui, des aides nombreuses. Donc encore une fois, il y a une réactivité incroyable, et je pense que pour la première fois en France, dans l'histoire de la République et de la Ve République à coup sûr, il y a une rapidité à décider, une rapidité pour prendre des mesures qui est absolument incroyable. On est rentré dans une économie, dans un monde où l'agilité est devenue pour l'État quelque chose de très très puissant. Donc aujourd'hui, on peut dire que on a changé la façon de gouverner, au moins sur une chose, on décide vite, on agit très vite, et ça c'est une chance, je pense, pour les semaines et mois qui viennent. Oui, déjà pour commencer, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a profité de cette conférence de presse pour faire un bilan de l'épidémie dans les EHPAD. Depuis le début de la pandémie, 45% des EHPAD ont recensé au moins un cas positif. Olivier Véran l'a dit, avec une mortalité très élevée. Ce soir, 7649 décès ont été recensés dans les EHPAD. Jusqu'à maintenant, dans ces établissements, les visites étaient interdites, mais les choses vont s'assouplir à partir de demain. Le droit de visite dans les EHPAD sera de nouveau autorisé sous certaines conditions, bien évidemment. Il faudra que cette demande de visite soit à la demande du résident. Il n'y aura bien évidemment pas plus de 2 personnes à la fois. Ces visites seront organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement, et évidemment, il n'y aura pas de contact physique. Olivier Véran, ce soir également, fait un point sur la campagne de dépistage dans les EHPAD. Quand un cas est signalé dans un établissement pour personnes âgées, on doit être capable aujourd'hui de dépister les soignants et les résidents. A-t-il dit cette semaine, 50 000 tests ont été réalisés dans les EHPAD, et pour vous donner un ordre d'idée, plus de 63 000 personnes ont été contaminées dans les EHPAD depuis le début de l'épidémie.